Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. L'avenir s'éclaircit pour l'agglo du Grand Roissy. Après plusieurs mois de blocage et de désaccord entre la Seine-et-Marne et le Val d'Oise, les 105 élus ont voté à l'unanimité les nouveaux statuts de Roissy Pays de France. Une occasion de faire le point dans ce journal. Les futures pépites du handball s'affrontent jusqu'à samedi au CDFAS d'Aubonne. Le tournoi Pierre Tiby permet aux handballeurs de moins de 19 ans de participer à un vrai tournoi international. Objectif, se mesurer à l'élite mondiale. Et puis une idée de sortie pour ce week-end, direction Écouen et son musée de la Renaissance, le seul en France entièrement dédié à cette période de l'histoire. C'est un mariage qui avait fait du bruit. Le 1er janvier dernier débarquait l'agglomération Roissy-Pays de France, née de la fusion de l'Est du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne, une union dont ne voulaient pas les élus du 77 et certaines communes du département. 6 mois après, l'ambiance est tout autre, au point que la super agglomération a voté ce mois-ci à l'unanimité ses statuts. Une étape importante dans sa mise en place. Les explications d'Angélique Boilet. C'était le 31 mars dernier. Roissy Pays de France élisait son exécutif, Patrick Renaud à sa tête. Un premier conseil communautaire placé sous le signe de l'union. Un net contraste par rapport à l'opposition farouche des mois précédant ce mariage entre l'Est du Val d'Oise et la Seine-et-Marne. 6 mois après, l'état d'esprit semble être resté le même. Les 105 élus ont voté à l'unanimité les statuts de la nouvelle agglomération, la colonne vertébrale de l'institution. Un nouveau vote unanime après celui du budget en avril dernier. C'était pas évident, parce que les statuts, c'est aussi ce qui va nous lier pendant des années et des années. Et c'est effectivement le cadre de nos interventions futures. Née le 1er janvier dernier, la super agglomération de près de 350 000 habitants avait connu des débuts difficiles, bloquée par plusieurs actions engagées par la Seine-et-Marne et certaines villes du Val d'Oise. Si les élus ont voté à l'unanimité, c'est qu'ils ont souhaité d'abord doter la super agglomération de toutes les compétences des anciennes agglomérations dissoutes, obligatoires comme facultatives, et ainsi faire le consensus. Et de se donner le temps d'en affiner les contours par la suite. Si tout le monde a voté aujourd'hui les statuts, c'est qu'on a essayé d'aplanir des points de divergence. Maintenant, la discussion va s'ouvrir. De ce fait, il va falloir qu'on fasse un budget total et en fonction du budget, on regardera ce qu'on peut aussi garder en communauté et ce qu'on peut ne pas garder. Ça aussi, le débat va avoir lieu. On peut se faire plaisir en mettant beaucoup de choses à l'intérieur de nos statuts et si on n'a pas les moyens de le faire, il faudra bien qu'on revienne en arrière. Les 105 élus ont jusqu'à décembre 2017 pour affiner le périmètre d'intervention de Roissy Pays de France. Au-delà des compétences obligatoires comme le développement économique ou encore le ramassage des ordures, ils vont devoir décider précisément ce qui relèvera de la super agglomération, de ce qui relèvera des communes. Chaque année, depuis 14 ans, la crème des jeunes handballeurs de moins de 19 ans se retrouve au CDFAS d'Aubonne à l'occasion du tournoi Pierre Tiby. Pendant 3 jours, 4 nations s'affrontent dans les conditions d'un vrai tournoi international. Reportage. Ce sont les futures pépites du handball européen. Ils ont tous moins de 19 ans et rêvent d'intégrer les équipes nationales. Pour sa 14e édition, le tournoi international jeune Pierre Tiby accueille cette année la France, la Pologne, la Tunisie et l'Espagne pour 6 matchs de haut niveau jusqu'à samedi. Ce jeudi soir, la Pologne affronte l'Espagne dans la grande salle du CDFAS d'Aubonne. Né dans le Val d'Oise, ce tournoi international constitue un vrai tremplin d'accès au monde professionnel, mais permet surtout aux jeunes joueurs de se juger par rapport aux autres équipes internationales. Tous les ans, il y a différentes nations. Il y a à chaque fois 4 nations qui s'affrontent. Et effectivement, ça les met dans la position d'un tournoi international. Et c'est important pour leur carrière future, puisque bon, c'est ce à quoi ils aspirent. Les 3 dernières éditions du tournoi Tiby ont été remportées par la France, encore une fois favorite cette année, puisque les jeunes Français arrivent avec le titre de champion d'Europe. Mais dans un tournoi, rien n'est joué d'avance. C'est une équipe renouvelée. Et bon, ils vont jouer contre l'Espagne, qu'ils ont battu au championnat d'Europe, mais avec des difficultés où c'était âpre. Il y a la Tunisie qui vient de gagner le championnat d'Afrique. Donc c'est une équipe assez forte. Et la Pologne qui est une nation qui est en plein renouveau. Donc ça devrait être un tournoi assez serré et je pense que ça va être intéressant.
Jeudi soir, c'est l'Espagne qui a battu la Pologne 11-10. Samedi, vous pourrez venir supporter l'équipe de France à 18h contre l'Espagne. Résultat de la compétition samedi soir à 19h30 au CDFAS d'Aubonne. À seulement 19 km au nord de Paris, entre Roissy et Chantilly, le Musée national de la Renaissance d'Écouen présente de véritables trésors des arts décoratifs européens. Mobilier, orfèvrerie, émaux, tapisserie. Seul musée en France entièrement dédié à la Renaissance, le château d'Écouen nous éclaire sur tous les aspects de cette période. Histoire de l'art ou civilisation, une idée de sortie pour ce week-end signée Philippe Pémal. Situé sur une butte surplombant la plaine de France, le château d'Écouen est considéré comme l'un des joyaux de l'architecture de la Renaissance. Et pour le visiter, pas besoin d'aller sur les bords de la Loire, car il se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Construit entre 1538 et 1555, il sera la propriété de l'un des personnages les plus puissants et les plus riches du XVIe siècle, Anne de Montmorency. Connétable de France, chef des armées de François Ier puis de Henri II, Anne de Montmorency va posséder jusqu'à 130 châteaux et 600 domaines. Inspiré par les palais italiens, il va mettre son immense fortune au service de son château. Le château d'Écouen, à l'origine, était un tout petit peu différent, puisque vous devez penser qu'au sol, il y avait une cour pavée de marbre noir et blanc. Les fenêtres n'étaient pas les vitres que vous voyez aujourd'hui, mais c'était des vitraux. Et vous aviez de ce côté-ci, qui correspond à l'aile est, un étage supplémentaire qui sera détruit au XVIIIe siècle. Abandonné par la famille des Condé qui ne s'en occupe guère, le château devient en 1805, sur ordre de Napoléon, une maison d'éducation pour les filles de la Légion d'honneur qui l'occuperont jusqu'en 1962. Il est alors cédé au ministère de la Culture qui le transforme en musée de la Renaissance. Après de gros travaux, le musée ouvre en 1977. Il contient de nombreux joyaux de cette période, comme cette nef dite de Charles Quint. Il n'en existe que 3 exemplaires, dont une exposée au British Museum. Cet objet est en fait un objet qui a été fait pour être offert en cadeau diplomatique. Le but, c'était de montrer à quel point les orfèvres européens étaient capables de faire des choses extraordinaires. Celle-ci a été fabriquée en Allemagne. C'est une nef dont les personnages sont en fait des automates. Elle donne l'heure, elle fait de la musique, elle avance et elle tire au canon. Seul musée entièrement consacré à la Renaissance, le château d'Écouen rassemble des collections d'objets qui permettent de retracer l'histoire de l'art pendant cette période exceptionnelle. Tous les domaines artistiques de cette époque y sont représentés. On y trouve du mobilier, de la faïence, des pièces d'orfèvrerie, des tapisseries, le tout dans un état de conservation remarquable. On est ici devant la fameuse Daphné, qui est, vous le savez, un petit peu la mascotte du château d'Écouen. Cette Daphné est en argent, doré, et vous remarquez que vous avez au-dessus des branches de corail. Le musée recèle d'autres trésors exceptionnels de la Renaissance. Plus d'une trentaine de salles d'exposition vous attendent. Un lieu de balade idéal pour découvrir toutes les richesses de l'une des périodes les plus créatrices de notre histoire, la Renaissance. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. L'avenir s'éclaircit pour l'agglo du Grand Roissy. Après plusieurs mois de blocage et de désaccords entre la Seine-et-Marne et le Val d'Oise, les 105 élus ont voté à l'unanimité les nouveaux statuts de Roissy, pays de France. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À très bientôt. C'est la nouvelle déchetterie ultra-moderne de l'agglomération de Cergy-Pontoise, située sur la plaine des Linandes. Cet espace remplace l'ancien équipement vieillissant et fait figure de déchetterie à la pointe avec son concept en plein pied. Un bon point pour la sécurité. Terminé le remplissage d'ébène depuis un emplacement en hauteur avec un risque de chute. Tout est à hauteur d'homme. L'entrée du compacteur est pleine. L'agent d'accueil est uniquement l'agent d'accueil.
vient manœuvrer ce compacteur en toute sécurité. Une fois que le compacteur est plein, c'est l'ensemble du compacteur qui va être rechargé sur un camion dit Movibène pour aller sur le centre principal de traitement pour être vidé et valorisé sur place. Les déplacements ont également été pensés pour éviter le croisement entre véhicules légers et poids lourds d'enlèvement. La signalétique encourage les usagers à faire preuve d'éco-responsabilité, un concept qui irrigue cette déchetterie nouvelle génération avec la présence d'un bâtiment dédié à la récupération. Si le particulier pense avoir des produits pouvant servir à être réutilisés, il va les ramener dans ce bâtiment et sera orienté par l'agent d'accueil. Je vous propose de rentrer pour le mettre à disposition d'associations. Vélos, jouets, vêtements, matériel électronique, 5 associations locales ont signé une convention pour récupérer et valoriser ces objets du quotidien encore utilisables. Avec ce nouvel équipement, la communauté d'agglomération se dote d'un outil complet. Le choix qui a été fait en partenariat avec CGECP du groupe Veolia a été de déplacer la déchetterie, mais surtout de la reconstruire de manière totalement modernisée. Et on voit à travers les aménagements réalisés que les impératifs de sécurité, de confort pour l'usager et d'optimisation du fonctionnement sont pris en compte à chaque instant. Et on a en plus un espace totalement innovant de 250 mètres carrés qui se trouve derrière moi et qui est dédié au réemploi. Tout cela s'inscrit dans le cadre de notre programme local de prévention des déchets, lui-même partie intégrante de notre agenda 21 plan climat-énergie territorial au niveau de l'agglomération. La déchetterie des Linandes est ouverte tous les jours de la semaine au Cergy-Pontain. L'agglomération a investi près de 2 millions d'euros dans cet équipement innovant, le deuxième de ce type en France. Gilles Thomas et Jean-Paul Delacruz sont des visiteurs un peu particuliers. Leur lieu de prédilection, ce sont les souterrains et les carrières. Nous sommes à Méry-sur-Oise, c'est ici sous terre que les Allemands vont construire pendant la Seconde Guerre mondiale un site aux proportions étonnantes. Ce tunnel fait 320 mètres de long à peu près, il est hawaïnique bien sûr. La hauteur, on doit pouvoir l'estimer à 7-8 mètres, et il pouvait contenir temporairement, bien sûr, le temps du chargement-déchargement, une rame d'une vingtaine de V2. Ça en fait le plus gros ouvrage allemand francilien. Cet immense quai souterrain devait accueillir des V2. Ces bombes volantes en forme de fusée sans pilote frapperont Londres et Anvers à partir de 1944. Révolutionnaire dans sa conception, le V2 n'aura qu'un impact minime sur le cours de la guerre. En revanche, il servira de base aux programmes spatiaux et aux futurs missiles balistiques. Pour stocker et fabriquer ses armes, l'armée allemande va chercher sur les territoires occupés des cavités souterraines pour les protéger des bombardements. Le service géologique de la Wehrmacht avait fait un inventaire de tous les vides souterrains de France. Dans cet inventaire, ils indiquent la localisation bien sûr des vides, mais le volume que ça représente, le recouvrement qu'il y a au-dessus de ces vides pour pouvoir résister à des bombes de 500 kg, 1 tonne, etc. Et en se disant, si on a besoin de faire des usines souterraines, donc des usines protégées des bombardements, on aura des emplacements disponibles à tel endroit. Donc Méry, tout ça avait été repéré. Le site de Méry ne sera jamais opérationnel. Le retard du programme V2 et l'avancée des Alliés vont sonner le glas du programme. Le bétonnage ne sera jamais terminé et les rails ne seront jamais posés. Sachant qu'au début 1944, il y a des échanges de courriers allemands qui indiquent que pour terminer Méry, il faudrait encore X tonnes de béton et donc ils s'aperçoivent qu'ils n'arriveront jamais à le finir, quoi. Enfin, si on regarde ici, on s'aperçoit que le ferraillage est encore visible, ce qui normalement, quand un blocos est terminé, il n'y a plus aucun fer à béton qui dépasse. Donc le site de Méry n'a jamais été fini. Il a été commencé à être construit en milieu de guerre, mais à la fin de la guerre, il n'était pas fini. Et Méry n'a jamais servi pour ce qu'il devait servir, c'est-à-dire pour le stockage de V2. Aujourd'hui, hormis le complexe souterrain, il reste 2 Tobruk, des emplacements pour mitrailleuses, et des cheminées d'évacuation d'air blindé. Le site de Méry-sur-Oise reste un lieu de mémoire, un vestige de la démesure des moyens engagés lors de ce conflit mondial.